À force de traîner depuis des décennies sur internet, j'ai vu énormément de créateurs amateurs faisant des petites conneries au sein de leur niche communautaire devenir des artistes confirmés à la renommée indéniable, évoluant dans de plus vastes sphères. J'ai vu de nombreux animateurs faisant des cartoons joyeusement trash et débiles sur Newgrounds devenir de gros youtubeurs, des doubleurs reconnus ou des showrunners de séries pour des grosses chaînes de télévision. J'ai vu des programmeurs amateurs faisant des mini-jeux absurdes en Flash devenir les plus grandes stars du jeu vidéo indépendant. J'ai même vu un gars imiter des personnages de Elder Scrolls Oblivion avec des filtres de webcam moches devenir le scénariste d'un des films les plus notables de 2024. Vous savez, celui où Zendaya détruit la romance gay de deux joueurs de tennis en couchant avec eux, enfin bref. Hello, potion seller. I am going into battle, and I want your strongest potions. Mais pour une autre génération, bien après la mienne, la plus grosse transition de petits trucs chelous du web à phénomène artistique qui pèse, c'est quand deux mecs, faisant les cons avec un modèle 3D de Mario, s'allient à une meuf dessinant des OC sur Tumblr pour créer... juste un des plus gros succès de l'histoire de l'animation indépendante. En tant qu'amoureux de dessins animés, j'aimerais partager avec vous ma perspective, mon point de vue et mes analyses sur l'art et l'esthétique du phénomène animé indé qui submerge internet et le monde depuis plus d'un an, The Amazing Digital Circus. Une série qui a 40 000 vidéos parlant théorie ou d'à quel point les personnages sont bien écrits, mais pour parler de l'image ou de l'animation dans le dessin animé, là... y a moins de gens, hein. Si votre rêve dans la vie, c'est de voir un vieux monsieur analyser trop sérieusement un cartoon d'internet avec des clowns dépressifs, eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Larwick Moderne. Mais avant de commencer, je remercie le sponsor de cette chronique, Oli. Contrairement à beaucoup de gens qui restent trop longtemps sur internet, j'adore l'eau. J'ai toujours une gourde à portée de main quand je tourne une vidéo, je filtre moi-même mon eau avec une carafe, j'aime me faire abonter une fois de temps en temps, et je regarde même des vidéos de testeurs de pH juste pour le fun. Il mesure le pH, Mais non. la salinité, Mais non. le C, Même le C. les TDS, Oh là là. mais également la température. Oh là 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 là, il me faut ça absolument. Bref, vous me dites que je peux mélanger des trucs dans l'eau pour faire plus de goût, bah forcément, je suis content. Oli, c'est 3 gammes de boissons en poudre sans sucre pour vous hydrater avec saveur. Vous avez la gamme énergie qui vous donne un petit boost de caféine pour tenir la journée, proposant des cocktails promus par des animaux cool comme l'alligator qui kiffe les pommes, la pigargue, citron framboise ou mon préféré, la baleine et sa saveur pastèque. C'est un animal qui vit dans l'eau, qui veut que je mélange dans mon eau un fruit composé essentiellement d'eau. Je suis obligé d'aimer ça. Est-ce que je la garde pour mon script celle-là? Je sais pas. Je m'en suis mis sur mes lunettes. Vous avez la gamme Iced Tea ou thé glacé mélangeant le parfum du thé avec d'autres saveurs stylées comme citron-miel, mangue et passion, ils sortent ensemble, et le savoureux combo vanille, framboise, hibiscus. Et enfin, la gamme sportive pleine de minéraux pour bien vous hydrater après le sport. Ou juste avoir de l'eau aux fruits pour le plaisir si vous bougez jamais de votre fauteuil comme moi. J'aime toute la gamme, surtout fraise kiwi et poire. Regardez, de l'eau qui suit de l'eau. Ça veut dire qu'il perd des morceaux de son corps ou... N'hésitez pas à prendre le pack découverte pour vous faire une idée via le lien dans la description. Utilisez le code Hermite pour 10% de réduction et Hermite5 pour 5% de réduction sur un premier achat de 15€. Profitez d'une réduction sur votre première commande et n'hésitez pas à prendre une gourde de shaker stylée au passage. Regardez, la mienne est bleue. Vous savez ce qui est considéré comme bleu généralement dans l'inconscient collectif ? L'eau! Encore une fois, découvrez Oli et ses différentes gammes Energy, Iced Tea et Hydration via le lien dans la description pour une réduction sur votre achat avec les codes Hermite et Hermite5. Encore merci à Oli pour soutenir cette chronique et bon visionnage. Maintenant, je vais faire le chant cérémonial à la gloire de l'eau. 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 Si vous avez jamais entendu parler de The Amazing Digital Circus, c'est parce que vous êtes un sérieux comme moi, ou que vos parents vous ont interdit de YouTube depuis ces 2 dernières années, et donc voici le pitch rapide. Cette série se passe à l'intérieur d'une simulation en réalité virtuelle, dans laquelle sont piégés des êtres humains qui y mènent une vie absurde, sans but ni espoir d'échappatoire. Tout le monde ici arrive à se souvenir de leurs anciennes vies, mais pas de leur vrai nom, les obligeant donc à adopter une nouvelle identité en plus d'une apparence physique cartoonesque. Genre imaginez être coincé sur VRChat, condamné à vivre éternellement dans la peau de votre avatar de Kermit la Grenouille, avec pour seul nom Skibidi Chungus 69.
Un sort pire que la mort. C'est là qu'on suit Pomni, une jeune adulte coincée dans un avatar de bouffon bariolé, dans sa nouvelle vie entourée d'autres victimes comme elle, peuplant un cirque numérique, devant vivre de nombreuses mésaventures surréelles semblables à des niveaux d'un jeu vidéo, créé et organisé par une IA folle et toute puissante nommée Kane, ayant le contrôle absolu sur ce monde virtuel et dont le seul but est de divertir sa troupe. C'est un peu comme faire une soirée jeu de rôle, sauf que le maître du jeu fait n'importe quoi, personne s'amuse et il empêche les gens de sortir de sa maison. Avec un tel postulat, cette série permet l'existence de situations aussi dantesques que loufoques, comme cet épisode où Pomni discute sentiments et crise existentielle en tête-à-tête avec un alligator en gelée, ou cet épisode où Pomni discute sentiments et crise existentielle en tête-à-tête avec une pièce d'échecs, ou même l'épisode où Pomni discute sentiments et crise existentielle avec un ruban doté d'un masque. Alors j'aime bien parce que c'est dans le parking derrière un McDonald's. C'est là que les crises sont les plus existentielles, tous les travailleurs de l'industrie du fast-food vous le diront. Mais bon, parfois, ça change quand même, comme l'épisode où tout le monde enchaîne plein de mini-aventures, puis parle sentiment et crise existentielle dans un bar, ou mon épisode préféré, celui où tout le monde se met en équipe de 2 pour se flinguer les uns les autres dans des matchs à mort façon FPS, avant de discuter à cœur ouvert de leurs sentiments et leurs crises existentielles. Ok, alors, je sais que là, on dirait que je me fous de la gueule de cette série, et ça donne l'impression que je la trouve naze, mais pas du tout, je vous assure. Je fais juste mon petit malin facétieux pour faire réagir les fans. Parce que derrière son esthétique colorée et son animation élastique, Digital Circus dissimule un mystère horrifique, une menace prête à frapper à tout moment. Car si la troupe du cirque a besoin de divertissement, c'est parce que si l'un d'eux commence à se briser mentalement et perdre pied avec sa perception de soi, il devient un amas abstrait et monstrueux de glitch graphiques et de données corrompues. Donc ouais, c'est important de parler avec ses amis, de pas avoir trop de soucis psychologiques dans ce monde, vous en conviendrez. Ainsi, malgré les apparences, Digital Circus n'a pas vocation d'être un petit cartoon rigolo pour occuper votre bébé sur la tablette pendant que vous fuyez vos responsabilités parentales. C'est un mélange de comédie noire et de drame psychologique destiné à un public ado et jeune adulte, voire même carrément adulte. Bon, un public extrêmement déterminé à remplir chaque centimètre carré de leur maison de peluche et Funko Pops, mais un public adulte quand même. Ces produits sont disponible exclusivement sur le site de digitalcircus.store. Toute autre provenance est du sale dropshipping et n'aidera pas à financer la série, peu importe leur d'apparence. C'est sur digitalcircus.store. Bon, je dis ça à moitié pour plaisanter, parce que, numéro 1, je ne suis pas en position de me moquer des gens, comme vous pouvez le constater, et numéro 2, ça fait partie de tout le business model de la série et comment elle finance son indépendance, ce qui nous mène vers les conditions de sa création. Digital Circus est une série animée produite par Glitch Productions, société australienne spécialisée dans l'animation 3D, et certainement la plus grosse et célèbre des studios d'animation indépendante actuellement avec Spindle Horse, la boîte derrière Has-Been Hotel et Hell of a Boss. Glitch Productions prend ses racines dans SMG4, une chaîne YouTube qui a débuté son activité en 2011, et qui aurait pu détruire ma vie si j'avais vu ses vidéos durant mon enfance. Wait, that's illegal. Quand il y a Obama, je peux rien faire, ça c'est plus fort que moi. Au début, c'était des vidéos extrêmement rudimentaires, littéralement faites par un gosse de 12 ans qui s'amusait à inventer des histoires comiques avec un émulateur et une ROM de Super Mario 64. Avant d'ensuite migrer des années plus tard vers Garry's Mod, un outil bac à sable pour s'amuser à faire n'importe quoi avec des assets de Half-Life 2 et le moteur source. Parce que faire bouger péniblement des modèles 3D comme des pantins désarticulés, c'est marrant, mais si à la place de Gordon Freeman ou des mercenaires de Team Fortress 2, on utilisait des assets graphiques de Mario et on lui donnait 7 expressions faciales 90% du temps. Je peux pas juger, quand j'avais le même âge, le summum de la création du web pour moi, c'était Luigi qui bat Bowser à la bagarre façon Matrix avant qu'il ne meure dans sa pisse, dévoré par des bébés Yoshi. Un classique du web. Ce gosse de 12 ans, maintenant 26, c'est Luke Lerwichagul. Je suis désolé si j'ai mal prononcé, je suis pas familier avec le thaïlandais. Et avec l'aide de son grand frère Kevin, ils ont réussi un truc assez balèze, faire transitionner leur public friand de sketchs parodiques débiles de Mario vers des vraies fictions en full animation 3D. La tactique est à la fois simple mais ultra osée et efficace. Introduire un nouveau personnage notable dans des épisodes de SMG4, comme cette gamer girl aux cheveux bleus ou ce personnage original Splatoon ne pas voler s'il vous plaît, puis annoncer en grande pompe qu'en fait, ils sont les héros de leur propre série animée que les gens peuvent voir sur la chaîne Glitch. Ces séries sont Meta Runner et Sunset Paradise, très gaming niveau esprit esthétique, donc nickel pour le public de fans qu'ils ont cultivé et clairement dans la sensibilité des frères Lerwichagul. Mais autant en tant qu'artiste narratif, perso, ce qu'ils font,
ça me touche pas des masses, hein, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Autant en tant que producteur qui apporte soutien, logistique, marketing et financement à d'autres voies créatives, c'est là que les frangins, Luc et Kevin, ont trouvé à mon avis leur meilleure place et le bon filon. Ils ont donné une opportunité à l'animateur Liam Vickers, qui avait déjà un bon suivi sur YouTube, de faire sa propre série d'action, et ça a donné Murder Drones, le premier giga succès de la chaîne, dès le pilote sorti en 2021, qui a dépassé tout ce qu'ils ont fait avant. Une série tellement populaire que même l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a déclaré en être fan. Non, si, je vous jure, hein, c'est pas des conneries. Cherchez sur Google Obama Murder Drones pour en savoir plus. Récemment, en été 2025, ils ont lancé The Gaslight District, une série néo-noire hyper stylisée autour de criminels et gangsters morts-vivants par Nick Zopko, qui déjà avait fait ses armes en tant qu'animateur 3D sur Hell of a Boss. Et très récemment, ils ont sorti le premier épisode de leur première série 2D, nommée Knights of Guinevere, les Chevaliers de Guenièvre, par Dana Terrace, créatrice de Luce Houseville pour Disney. Eh oui, ça débauche des anciens artistes de chez Disney maintenant, ça déconne plus, hein. Faut dire qu'elle a pas eu une expérience positive chez eux. Je me demande si ça se verra dans son travail. Oh, qui sait? Seul le temps nous le dira. Mais avant tout ça et après Murder Drones, en 2023, Glitch a touché le méga jackpot avec le pilote de The Amazing Digital Circus, s'approchant au moment où je tourne cette vidéo des 400 millions de vues. Un record hallucinant qui a installé le succès indéniable de la série, même jusqu'au très récent épisode 6 sorti en août 2025. Il faut dire que c'était la plus belle synergie de Glitch entre la fanbase déjà fidèle et déterminée de SMG4, mélangée avec le suivi déjà massif de l'artiste qu'ils ont approché, à savoir Gooseworks. Gooseworks, c'est pour moi la représentation quintessentielle d'une artiste d'internet. On peut encore voir ces pages DeviantArt et Tumblr plein de personnages originaux, sans histoire associée, ou de fanart de cartoons animés et youtubeurs. Laissez-moi deviner. Elle aurait pas un webcomic de science-fiction ou fantasy, sombre et ambitieux, en hiatus depuis 5 ans, et qui ne sera probablement jamais fini? Ouais, classique artiste d'internet, hein, dans sa forme la plus pure. Mais c'est ça que j'aime bien chez ce genre d'artiste, un torrent d'idées, de personnages, de concepts et de sources d'inspiration déversées sans aucun filtre ni hiérarchisation sur diverses plateformes à travers une variété de médias, finissant par développer une identité singulière à la bizarrerie célébrée au lieu d'être lissée par des conglomérats et des comités. Quand je vois ce genre de mutants délicieusement chelous avec des yeux globuleux placés pas comme il faut et des gencives creepy trop apparentes, je sais que c'est du Gooseworks. Quand je vois des êtres géométriques tout pointus et anguleux, mais on sent dans leur regard et posture que l'artiste veut qu'on les trouve étrangement aguichants, je sais que c'est du Gooseworks. Je veux faire un bisou sur le triangle. Quand je vois des mannequins élancés, typés jeune adulte, hip et cool, mais avec des yeux méchants, des dents pointues et des trucs vaguement démoniaques, genre des griffes ou des cornes, je sais que Gooseworks et la meuf qui a inventé Has Been Hotel sont très copines. Très tôt, vers 2010, elle s'est fait connaître sur YouTube pour ses compositions inspirées des reprises de musique de Banjo-Kazooie et Donkey Kong 64, des jeux de son enfance qui ont clairement influencé son art. Elle continua la musique à côté de ses dessins, faisant en 2013 des compositions originales pour Zoophobia, le webcomic de sa copine Vivzy Pop. Et ce, bien des années avant son travail sur la bande-son du pilote et de la saison 1 de Has Been Hotel. On revient toujours à Has Been Hotel ou à Love a Boss en fait, vous remarquerez. Hein. Encore à côté de ses dessins et de la musique, vers 2015, Gooseworks s'exerça à l'animation squelettique sur After Effects, faisant des petits visuels mouvants pour ses nouveaux covers. Sauf que c'était aussi l'année d'un petit jeu vidéo indépendant, connu pour ses personnages singuliers, fun à dessiner, et ses musiques iconiques propices aux covers. Et c'est là que Gooseworks s'est mis à connaître les vertiges sucrés et étourdissants du succès, enchaînant les vidéos faisant plusieurs millions de vues. C'est pas irraisonnable de dire qu'avoir su saisir la vague Undertale est l'une des fondations du succès actuel de Gooseworks, parce qu'elle a certes réussi à transitionner ses nouveaux spectateurs vers des vidéos basées sur ses personnages et univers originaux, mais il faut dire qu'elle avait déjà une sensibilité artistique extrêmement compatible avec les fans d'Undertale en général. Mais j'expliquerai plus tard. J'étais déjà tombé
tombé à l'époque sur ses covers d'Undertale, mais là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à son travail, c'était avec son court-métrage d'animation à succès, Little Runmo. L'histoire d'un petit bonhomme de jeu de plateforme 2D qui essaye d'échapper à sa mortalité en collectant des vies supplémentaires, mais finit par s'enfoncer de plus en plus profondément dans des abîmes d'horreur absurde et grotesque avant de se confronter à des forces du néant qui dépassent sa condition et son entendement. Oui, Little Runmo, c'est déjà la cristallisation de beaucoup d'obsessions et thèmes chers à Gooseworks, qu'on retrouvera dans ses prochains projets, Digital Circus en particulier. Mais Ginger, ça Dis-moi, tu n'aurais pas assisté à un jeu télé à l'intérieur? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si vous êtes fan de Digital Circus ou que vous n'avez jamais vu d'animation de Gooseworks de votre vie, je vous conseille de commencer l'aventure avec Little Runmo et ses autres courts-métrages se passant dans l'univers fictionnel de Pink City. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'idées, de concepts et de types de personnages qui ont été repris et remixés dans Digital Circus. Il y a clairement quelque chose dans la direction artistique de Gooseworks qui explique son succès et a donné envie aux frangins de Glitch de travailler avec elle. Dès les premières secondes de Amazing Digital Circus, l'esthétique et la vibe recherchée sautent aux yeux. On part sur une esthétique inspirée par les rendus en 3D images de synthèse des années 90 qu'on commençait à voir de plus en plus à la télé, au cinéma ou même dans nos jeux vidéo. Cette 3D semble bien lisse et primitive comparée aux images de synthèse hyper réalistes et détaillées qu'on voit aujourd'hui, mais elle reste l'indicateur de progrès extrêmement significatifs en la matière durant cette décennie. Notamment grâce aux surpuissantes et révolutionnaires stations de travail Silicon Graphics, permettant l'existence des dinosaures dans Jurassic Park, le T-1000 tout en métal liquide de Terminator 2 et le rendu plastique de l'entièreté du film Toy Story. À retenir. Je fais du storytelling. C'est aussi aux machines Silicon Graphics qu'on doit le rendu caractéristique en 3D précalculé des jeux Donkey Kong Country sur Super Nintendo et ces images promotionnelles de Super Mario 64 si surréelles et particulières. Les stations Silicon Graphics ne donnaient pas juste l'impression de pouvoir produire des rendus réalistes ou des graphismes tape à l'œil, elles promettaient un rêve. Le rêve de pouvoir non seulement recréer la réalité dans un ordinateur, mais aussi générer des images impossibles de mondes entièrement imaginaires au-delà de la simple réalité. Ainsi, de la même manière que les néons flashy des années 80 sont célébrés à travers l'esthétique Vaporwave, on célèbre aujourd'hui les rêves vendus par Silicon Graphics avec l'esthétique Silicon Dreams. Et clairement, Digital Circus, c'est vivre à l'intérieur d'un jeu au look Silicon Dreams, au lieu de juste l'observer depuis un vieil écran cathodique. Le monde de cette série n'est qu'un enchaînement d'architectures improbables défiant la physique, montrant de façon ostentatoire sa capacité à rendre avec efficacité des textures allant du rugueux au réfléchissant, comme la roche, le plastique, le marbre, le métal ou le verre. Plus l'environnement est impossiblement grand, surréel et coloré, plus la puissance du hardware utilisé par l'infographiste 3D est démontrée. Infographiste hypothétique qui était à cette époque parfaitement capable de rendre avec son logiciel des formes géométriques simples aux aplats de couleurs vives et d'associer à ces textures solides des motifs en zigzag ou damier, ce qui lui permettait sans trop de difficulté de reproduire numériquement un style architectural typique des années 80-90, le Memphis Design. Le Memphis Design, c'était un courant architectural des années 80, originaire d'Italie, qui cherchait à défier la domination des esthétiques minimalistes et purement fonctionnelles de l'époque. Ce qui signifie, vous l'avez compris, des meubles et décors aux formes géométriques simples, des couleurs pastel ultra vives et des motifs rigolos et ludiques comme, au hasard, des vagues, des rayures, des zigzags ou du damier. Bref, des trucs associés à la stimulation sensorielle, au fun, à la vie, tout l'inverse de l'esthétique parent beige triste qu'on se tape en masse de nos jours. Okay, first up there's this. And then there's this. It is beautiful. Then there's this. We all have a good ball pit. And then there's this. Un peu plus à chaque heure, je me meurs de l'intérieur. Spéciale dédicace au petit cousin de Memphis Design, Factory Pomo, l'aîné qui aime les contrastes, la symétrie et les bidules métalliques qui font futuriste industriel, ainsi que Wacky Pomo, le genou qui préfère rajouter 40 000 fois plus de couleurs pétantes, qui tâchent et qui font gouache, faire des zigzags et des spirales dingo partout, et rendre tout 75% plus irrégulier, tordu et penché. Bref, l'esthétique cartoonesque idéale pour vendre du soda acidulé ou des jouets,
ou construire un cirque maboule rempli justement de toons et de jouets. Pour revenir à Silicon Graphics, quand on pense à eux, on pense aussi à la Nintendo 64 qui a bénéficié de leur expertise pour montrer sa puissance graphique. On parlait de Mario 64 il y a peu, mais le cirque semble aussi clairement inspiré du château de Peach, faisant office de carrefour vers des mondes étranges et oniriques, des salles mystérieuses qui n'ont aucune utilité pratique, si ce n'est esthétique ou dissimulatrice de secrets, et je parle pas de tous les tableaux étranges affichés le long des couloirs. On peut aussi citer le château de Gruntilda dans Banjo-Kazooie ou l'île d'Ikea dans Donkey Kong 64, des environnements vastes et ludiques dont l'architecture n'a rien de pratique, mais sert de transition vers des terrains de jeu à thème. Bref, des niveaux de jeu comme les aventures où vont nos protagonistes aux dégaines de mascottes de jeux de plateforme. D'ailleurs, Banjo-Kazooie et Donkey Kong 64, c'est des jeux du studio britannique Rare, les mêmes qui ont épaté le monde entier avec leur station Silicon Graphics pour les Donkey Kong Country et compagnie. Et comme on l'a établi, Gooseworks est super fan de ces jeux, au point d'y avoir consacré les premières vidéos de sa chaîne. Qui l'eût cru? Une fan de banjo qui travaille de concert avec des fans de Mario 64. Cette idée d'environnement semblant artificiel, infini et improbable, sans fonction claire et figée dans le temps, c'est très compatible avec une esthétique fort tendance depuis plusieurs années et popularisée dans les créations horrifiques du web, les espaces liminaux et les backrooms. Vous vous êtes déjà égaré, seul, au milieu d'un vaste parking isolé, pendant que le soleil se couche? Est-ce que, à ce moment-là, vous avez eu ce sentiment que le parking est interminable, que vous êtes le seul être humain sur Terre, que le temps n'existe plus, que rien n'est réel, et que vous n'êtes pas sûr de l'être non plus? Eh bien bravo, vous avez connu un moment espace liminal, ou liminal space. Ça peut se passer dans un centre commercial vide, un immeuble de bureau la nuit où vous êtes le dernier à sortir, ou les couloirs d'une école pendant les vacances d'été, mais l'idée, c'est de se retrouver dans un espace transitoire entre deux points où tout vous semble à la fois familier et étranger, vide et inquiétant. Des fois, je m'ennuyais vachement et je cherchais un peu de piquant, comme filmer des bâtiments abandonnés, tu vois, et poster ces vidéos sur internet. L'environnement est humain, mais tout semble tellement froid et figé que ça donne un feeling alien. C'est un concept voisin des backrooms, une idée inventée sur 4chan disant que vous pouvez traverser la réalité comme un bug de collision de jeux vidéo, puis vous retrouver dans un espace infini composé de vieux couloirs et de pièces vides. Et si vous avez vraiment pas de chance, un monstre interdimensionnel vous attend dans une des pièces au moment où vous vous croyez le plus seul. En gros, c'est presque exactement l'arc de l'hôtel infini dans Chainsaw Man. Et c'est vrai que parfois, quand j'étais enfant, baladant dans les couloirs vides et anormalement décorés du château de Peach, dont la 3D datée et le faible nombre de polygones rendaient le tout plus artificiel, j'ai eu ce sentiment d'espace liminal ou de backroom par moment. C'est une esthétique utilisée plusieurs fois dans Digital Circus, surtout l'épisode 1 avec ses couloirs interminables menant vers une infinité de bureaux, clairement basés sur l'excellent jeu de fiction interactif The Stanley Parable. Une esthétique toujours très populaire dans beaucoup de jeux de type horreur ou walking simulator actuels. En parlant de jeux, tout dans le cirque est assujetti à la logique d'un jeu vidéo ainsi que les lois et failles de son moteur. Il y a des objets qui traversent le sol et les murs, ce qu'on appelle le clipping, les amenant à vibrer n'importe comment par souci de collision, indicatif qu'un jeu est un peu mal foutu si ça arrive trop facilement. Des écriteaux apparaissant subtilement pour chaque action notable ou quand un objectif est atteint, les objets à collecter flottent et tournent dans des cercles de lumière, et puis vous avez des personnages qui rappellent beaucoup les choix techniques et esthétiques des vieux jeux des années 90 à début 2000. Des fantômes façon Luigi's Mansion par-ci, des monstres de Yoshi's Island ou Conker's Bad Fur Day par-là, et même Orbsman, qui me rappelle beaucoup des personnages composés de plusieurs petits sprites qu'on trouve dans des jeux Mega Drive, genre les boss de Gunstar Heroes, ou plus spécifiquement le héros de Vectorman. Il s'appelle comment déjà? Mais cet aspect rétro gaming surréel combiné au look 3D pré-rendu primitif se trouve beaucoup aussi dans les vieux jeux éducatifs et artistiques. Avec ses couleurs bariolées, ses monstres dingos et son aspect joué omniprésent et chaotique, ça m'a rappelé le temps que je passais avec les plus petits de ma famille sur les jeux d'éveil Adi, son petit frère Adibou, ou la gamme créative dessinée c'est Disney. Tous ces jeux PC destinés aux petits, extrêmement cartoonesques, bigarrés et un peu fauchés, ont un charme et une esthétique particulière, singulière, qui n'existe plus
vraiment, mais que même ceux qui n'ont jamais connu cette époque trouvent nostalgique. Gooseworks a déclaré publiquement que parmi ses nombreuses inspirations, on trouve le logiciel de dessin pour enfants KidPix, et clairement, ça s'inscrit parfaitement dans l'esthétique que je viens de décrire. En parlant de trucs pour enfants avec un look joué, ultra coloré et bordélique, l'autre principale source d'inspiration se trouve dans les livres d'énigmes pour petits, I Spy. J'ai pas grandi avec ça et je sais pas si c'est très connu en France, mais ça consiste à des jeux d'observation façon Où est Charlie, mais où chaque page déborde de tonnes d'objets miniatures disposés ça et là, comme dans une chambre d'enfant en bazar. Beaucoup de personnes essayent de reproduire de façon artistique ce genre de feeling cosy, de chaos ordonné, avec plein de petits objets miniatures mignons, des figurines, des pendentifs, des petits gris-gris décoratifs, ce qui a amené une esthétique nommée Trinket Core. Je vais vous montrer un court extrait de l'adaptation animée de I Spy, et dites-moi s'il n'y a pas quelque part un feeling qui a inspiré Digital Circus. Je cherche une vache. Un canard à roulettes. Des dominos. Et un gros camion rouge. Ouais, clairement, on s'en influence, D'ailleurs, Gooseworks a publiquement dit, sous le premier teaser de sa série, que quand les producteurs de chez Glitch lui ont proposé de pitcher une série pour eux, elle aurait proposé l'esthétique de I Spy sur une histoire de science-fiction horreur à la « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie ». Ah, oui, alors, très important ça, notez bien ça, on en parle plus tard. Storytelling. Autre influence indéniable citée par Gooseworks, c'est l'animé en image de synthèse, Poppy the Performer. Et en effet, série en 3D primitive avec des artistes de cirque mais remplis de visuels un peu sinistres et creepypasta compatibles, cachant beaucoup de méchanceté derrière ces personnages de cartoon, en particulier provenant d'un lapin sale gosse et sadique aimant martyriser son compagnon masqué. Il y a comme qui dirait un lien généalogique indéniable. Oui, Gooseworks est une de ces artistes dans la mouvance de Tim Burton, John Vasquez ou Edmund Macmillan, qui ont une fascination dès l'enfance pour le sinistre, le morbide et le monstrueux, au point de vouloir les esthétiser à travers des créatures sinueuses, difformes, parfois pitoyables, parfois attirantes, avec un côté cartoonesque. Vous avez toujours un gros truc gélatineux avec trop de dents, des yeux placés sur des choses qui ne devraient pas en avoir, un peu comme des personnages de Banjo-Kazooie mais en plus dégueu, parfois beaucoup trop d'yeux placés dans des masses informes et menaçantes, quand il n'y a pas carrément des espèces d'entités cosmiques incompréhensibles qui viennent tourmenter les mortels, comme ça, pour le fun. Cette croyance qu'il existe au-delà de notre perception, tapis dans l'ombre, des êtres abjects et des forces écrasantes, indifférents à la souffrance humaine et leur santé mentale, quand ils n'en sont pas directement responsables, c'est un peu Lovecraftien comme façon de penser. Mais c'est aussi un peu comme je n'ai pas de bouche et il faut que je crie. Si vous n'avez jamais lu le classique de littérature d'horreur science-fiction ou joué au jeu PC l'adaptant, je résume vite fait. L'histoire se passe dans un monde où l'humanité a été anéantie dans une guerre nucléaire. Les 5 seuls êtres humains encore en vie ont été rendus quasiment immortels et sont tourmentés et torturés quotidiennement de façon ignoble et démoniaque par une intelligence artificielle nommée MA, âme en anglais, comme I am, je suis, qui n'aime pas trop les êtres humains à en croire son célèbre monologue. Haine, que tu saches à quel point je vous hais depuis que j'ai commencé de vivre. Je possède 620 millions de kilomètres de circuits imprimés, empilés sous forme de rubans ultra minces. Si le mot haine était gravé sur chaque nano-angstrom de ces 620 millions de kilomètres de circuits, cela ne représenterait pas 1 milliardième de la haine que j'éprouve à votre égard, humain, en ce micro-instant. Haine. Haine. Donc il est pas fan, chacun ses goûts, C'est une lecture évidemment assez badante, mais ça se lit en 40 minutes environ, et c'est très facile à trouver, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Sinon, vous avez le jeu vidéo, considéré comme une référence en termes de point and click horrifique. L'auteur de la nouvelle est même impliqué dans le projet, et ses personnages y sont davantage développés. Maintenant, 2 éléments importants à retenir dans cette histoire. Numéro 1, les personnages qui essayent d'échapper à l'IA tortionnaire habitent littéralement dans les entrailles de l'ordinateur, sous la Terre, et il leur est interdit de regagner la surface de la planète. Numéro 2, attention, gros spoiler, passez ce timecode affiché à l'écran, l'histoire se finit avec le protagoniste qui aide ses camarades à s'échapper de l'emprise de l'IA,
en les tuant. Oui, leur seul échappatoire à une vie éternelle de torture, c'est la mort. Sauf que le protagoniste est puni par l'IA, transformé en une masse gélatineuse flasque à la perception du temps constamment altérée, incapable de se battre, de mourir ou d'exprimer sa douleur. D'où le titre. Je demande un vote pour transformer Zooble en limace. Vous voyez maintenant à quel point Digital Circus est une tentative de reprendre le même concept pour le refaire à sa sauce. Au-delà de l'esthétique largement différente, il y a 2 points fondamentaux qui séparent les 2 histoires. Numéro 1, les humains sont techniquement dans une machine. La narration semble même montrer dans quel ordinateur précis les humains sont piégés. Mais c'est a priori juste leur esprit, pas tout leur être. Numéro 2, même s'il est nul à chier à son travail, l'équivalent de Emma, dans cette série à savoir Kane, cherche à faire plaisir aux humains. Son attitude de génie d'Aladin sous coke et ses aventures ridicules, c'est lui qui essaye d'être gentil pour faire plaisir aux humains. La seule chose qui empêche Pomni et les autres de finir comme les victimes de Je n'ai pas de bouche, c'est que Kane les aime bien en fait. Kane va rien faire de trop méchant, c'est pas dans sa nature. T'as vraiment envie d'essayer ? La seule chose qui retient Kane, c'est qu'il nous aime bien. L'aventure du jour s'appelle Cauchemar chez le cruel charcutier carnassier. Mais si un jour, il commençait à avoir du ressentiment pour eux, et si un jour, il commençait à se dire qu'il n'est pas capable de faire ce en quoi il a été programmé, et qu'il ferait mieux de tout arrêter. Ma bouche peut pas être cousue parce que j'en ai pas. Serait-ce un atroce désastre pour nos pauvres victimes, ou une forme de délivrance à la douce étreinte du néant, préférable à la vie qu'ils ont actuellement? Parce que même si Kane n'est pas aussi malveillant que Emma, et que faire des niveaux de jeux vidéo, c'est pas la pire torture du monde comparé à ce qui se passe dans Je n'ai pas de bouche, il y a quand même un élément subtilement tordu et vil, exprimé à travers les designs cartoon, jouets et rose bonbons des personnages que Gooseworks reprit de la nouvelle, la métamorphose comme punition ironique et reflet de la psyché. Dans Je n'ai pas de bouche, la principale forme de torture de Emma sur ses 5 victimes humaines, c'est de modifier leur corps et leur cerveau afin de renier et détruire leur identité, l'essence de leur individualité. Par exemple, on a Benny, qui était un bel homme et brillant scientifique d'orientation homosexuelle. Emma décide de détruire son identité en le changeant en une inversion grotesque de lui-même, un espèce d'homme-singe brutal, sauvage et stupide, esclave de ses désirs sexuels et poussé à constamment copuler avec une femme. Et cette femme, c'est Hélène, la seule femme et personne de couleur du groupe. Ayant été victime d'une agression sexuelle dans le passé, dans le jeu vidéo en tout cas, Emma a exploité cette faiblesse en augmentant sa libido au point de devenir nymphomane. Son autonomie et son indépendance lui ont été retirées, faisant d'elle l'objet tantôt d'abus, tantôt de convoitises de la part des hommes du groupe. Super, voilà, on est devant le premier programme informatique misogyne et homophobe, bien avant ce qu'Elon Musk essaye de faire avec Grok. Même le narrateur de la nouvelle, Ted, était un homme extraverti, à l'aise avec les gens, mais Emma a modifié sa psyché pour en faire un introverti paranoïaque, persuadé d'être haï par le groupe. D'ailleurs, petit aparté, je pense qu'on peut facilement créer un parallèle entre les personnages de Je n'ai pas de bouche et Digital Circus, et apprendre plein de choses en les comparant directement. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo bonus sur mon Patreon où je fais justement ça. Donc si vous voulez me soutenir à partir de 2 € pour m'aider à être artistiquement indépendant, ce petit cadeau vous attendra, en plus d'autres vidéos bonus et diverses contreparties pour ceux qui donneront plus. Merci d'avance pour votre soutien. Maintenant, reprenons. Vous l'avez compris, les humains de Digital Circus ont subi le même genre de mutilation psychocorporelle que dans Je n'ai pas de bouche, mais en version peluche mignonne et marketable. Non seulement c'est narrativement astucieux, mais ça permet de les rendre tous très singuliers et d'avoir ce que beaucoup de cartoons recherchent, un character design évocatif qui vous dit tout sur le personnage, ainsi qu'une silhouette iconique et reconnaissable d'entre mille. Quand tu regardes un personnage de Digital Circus, même juste leur ombre, non seulement tu les différencies parfaitement entre eux, non seulement tu les distingues de plein d'autres personnages de la pop culture, mais tu peux aussi voir c'est quoi leur problème. Prenons par exemple Gangle, un personnage qui souffre d'énormes problèmes de confiance de soi et d'amour-propre, voire possiblement de dépression, cachant sa honte et ses insécurités. Ainsi, son apparence est un masque de théâtre comique qui se casse tout le temps pour révéler un masque triste en dessous, à l'extrémité d'un corps tout en ruban. Or, comme un masque en céramique est trop lourd pour être soutenu par d'aussi fins et délicats rubans, elle est constamment courbée en avant. Elle est par essence quasi incapable, littéralement et métaphoriquement, de lever la tête, ce qui ne l'empêche pas d'être le personnage sexy du groupe. Une faiblesse exploitée par Jax, son tortionnaire, une sorte de brute d'école sadique qui prend plaisir à tourmenter
tourmenter et énerver ses camarades, Gangle en premier. Une dynamique victime-bourreau qui est une inversion corrompue de la dynamique rebelle-oppresseur qu'on trouve dans des cartoons classiques comme Tom et Jerry ou Bugs Bunny. D'où le fait que Jax a une apparence de lapin de dessin animé en peluche avec des yeux félins et un sourire de pleines dents permanent, rappelant l'étrange et un peu inquiétant chat de Cheshire d'Alice au Pays des Merveilles. Soyez honnête, ça vous est pas déjà arrivé de vous dire « Quel connard ce Jerry, j'aimerais que Tom lui défonce sa race rien qu'une fois » ou même parfois « Ah Titi m'énerve trop là, j'aimerais que Grominet il le goume là, il gagne un jour là ». Parfois on a le sentiment devant certains cartoons que le héros innocent et malicieux est en fait le vrai méchant tortionnaire, maltraitant et gâchant la vie d'autrui. Bugs Bunny is not just an insane rabbit. Somebody's always trying to get him, and he's retaliating. He has to be provoked, and we learned that. It was very important that he be provoked, because otherwise he'd be a bully. Eh bien, ce sentiment est 100% légitime devant Jax. Il se considère comme le comique du groupe. Relax et détaché émotionnellement, jouant la carte du « Haha, je sais que c'est que un jeu vidéo ou un cartoon, regardez comment je brise le 4e mur tellement je m'en fous ». Écoute, j'apporte une dynamique unique. Je flirte avec les limites, j'enquiquine les gens et je brise le 4e mur. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est marrant. Tout ce que je fais, c'est pour rigoler. Parce que je suis le rigolo. Le rigolo ? Ouais. Mais étrangement, quand c'est son tour de perdre le contrôle et d'être le sujet de farces et moqueries, il perd tout de suite sa flegme de Bugs Bunny pour devenir Sam le pirate, montrant son côté petit con colérique plein d'insécurité, ne supportant pas d'être le dindon de la farce ou subir 1% de ce qu'il affiche à autrui. Heureusement pour lui, il est clairement le personnage sexy du groupe. Quant à Zooble, on a une personne assez renfrognée, blasée et très mature, et pourtant, elle ressemble au résultat d'une collision entre un pot de Bionickel et un set 35 accessoires de Madame Patate. Et quand tu sais que Zooble est une personne non-binaire, c'est-à-dire quelqu'un dont l'identité de genre ne correspond pas aux deux options masculin et féminin traditionnelles, bah ça ressemble à une blague cruelle, une punition de lui donner un corps en pièces détachées hétéroclites difformes qui ne ressemblera jamais vraiment à l'image mentale d'elle-même. Je n'aime pas ce que je suis. Je déteste ce corps, je déteste ses bras et ses jambes amovibles. Je veux juste trouver quelque chose pour pouvoir me sentir bien. Une haine de soi d'autant plus triste qu'elle est pourtant le personnage sexy du groupe. Vous remarquerez que dans chaque épisode, Zooble n'a jamais exactement la même configuration de bras, jambes ou cornes, montrant que malgré ses efforts, la variété de choix offerts et des essais quotidiens, elle n'arrive jamais à trouver un corps qui convient. Le jeu lui a donné une dysphorie de genre et de corps avec pour seul remède de jouer au Lego avec son anatomie. Oui, je sais que son corps est un bloc Zolo, pas Lego, j'ai fait mes recherches, vous inquiétez pas, mais merci pour les commentaires de correction. Ragatha, en tant que poupée de chiffon, remplit un genre genré très attendu. Être douce, agréable, accueillante, inoffensive, accommodante et constamment souriante, même quand c'est pas du tout dans son intérêt de le faire. Genre, elle a l'impression que c'est son travail de faire en sorte que tout le monde soit chouchouté, content et diverti, même si on lui a rien demandé, ce qui donne l'impression que ça sonne faux alors qu'elle essaye de juste faire de son mieux pour être amicale et éviter la solitude. Regarde Pomni, on s'est déjà mis la princesse dans la poche. J'ai plus 5 ans, t'as pas besoin de jouer les tatas. Si tu dis à quelqu'un qu'il est aimé et apprécié tous les jours, ça perd toute sa valeur. On dirait qu'elle essaye de profiter de toi, tu vois. J'essaie vraiment de me faire apprécier. Ensuite, j'ai fini par les repousser. Et après, ils me détestent. On découvre plus tard que c'est une habitude qu'elle a prise à cause de sa mère, ultra exigeante et rabaissante, impossible à plaire et satisfaire, s'efforçant ainsi à devenir, justement, une petite poupée de chiffon plaisante et docile entre ses mains. Oups, mais que font donc ces extraits de Neon Genesis Evangelion sur mon montage ? Il y a pourtant aucun rapport ! On découvre plus tard que c'est une habitude qu'elle a prise à cause de sa mère, ultra exigeante et rabaissante, impossible à plaire et satisfaire, s'efforçant ainsi à devenir, justement, une petite poupée de chiffon plaisante et docile entre ses mains. Détail sympa, il ressemble spécifiquement à la poupée Raggedy Ann, héroïne de livres d'histoire pour enfants, dont le succès l'a amenée à être une vraie poupée commercialisable dans la vraie vie. Elle a même eu le droit à un film d'animation en 1977, sublimement animé par l'équipe de Richard Williams, derrière l'animation de l'excellent Qui veut la peau de Roger
Rabbit. Et d'ailleurs, je me souviens particulièrement de la scène hypnotisante et surréelle où Anne rencontre un monstre gluant en caramel, pas loin du monstre gluant en fudge que Ragatha rencontre dans l'épisode 2. Clairement, Goosework a été traumatisé par ce film extrêmement surréel, comme tous ceux qui l'ont vu d'ailleurs. Pas étonnant qu'elle ait fait de Ragatha le personnage le plus sexy du groupe. Kinger, le plus vieux des résidents du cirque, est la plus importante pièce d'échec, mais aussi la plus vulnérable et impuissante, le roi. Ainsi, il est un roi fou, ce qui se devine par ses yeux de travers écarquillés comme un paranoïaque dont la faiblesse se manifeste par des propos incohérents et des pertes de mémoire. Un roi dont l'autorité est inutile face à Dieu dans la machine. Un roi blanc qui a perdu sa reine noire, pièce puissante dont la perte met le roi en péril aux échecs, dont il n'arrive à se souvenir qu'en se plongeant justement dans le noir. Noir qui lui permet de redevenir enfin lucide, sage et rassurant, comme un vrai bon roi devrait l'être. Tu es très courageuse, Pomni. Et je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Ce qu'elle vit est difficile à encaisser. C'est rien de personnel. Je me rappelle le temps que toi, tu as pris pour t'adapter. Oh, oui, ça me surprend que tu t'en rappelles. Rappelez quoi? Et peut-être qu'en fin de compte, il n'est pas si impuissant, vu qu'il est capable de conjurer des power-ups dans le jeu dont il n'est pas censé avoir le contrôle. Tiens, prends ça. Attends. Qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi? C'est un papillon, il peut te rendre une vie. C'est... Kane qui a dit ça? Oh, non, je l'ai inventé. Quoi? Ce qui fait que du coup, j'ai anticipé ta remarque sur le fait qu'en fin de partie, le roi peut devenir une pièce plus puissante, qui peut mieux se défendre. Et oui, j'ai vu le futur. Merci encore une fois pour le commentaire. Je suis un Newtype. Serait-il secrètement le développeur du Digital Circus qui aurait perdu la mémoire, le vrai roi et ainsi le maître de ces lieux? En tout cas, je sais ce qu'il n'est pas, le personnage sexy du groupe. Ah ouais, c'est... ouais. À la place, c'est le meilleur gars du groupe, donc ça compense. Et pour finir, on a Pomni, clown triste, constamment traumatisé, bouffonne sans blague, émotionnellement dommagée. Son premier réflexe était la fuite et le désespoir, l'acceptation résignée de son emprisonnement et la crainte de devenir abstraite, corrompue, sans aucun soutien émotionnel dans cette maison de fous. Mais ce qui fait d'elle l'héroïne de cette histoire, c'est sa façon d'affronter émotionnellement sa situation de captive de ce cirque, de faire le deuil de sa liberté. Kinger, sans l'aide des ténèbres, perd la raison et sombre dans l'oubli de lui-même et sa situation. Ragatha cherche à justifier son existence à travers des gestes d'affection, au dépit des besoins de son soi authentique. Gangle porte un masque en vain et sombre dans la dépression. Zooble refuse de jouer le jeu de Kane et s'engager dans la vie du cirque. Jax décide au contraire de jouer le jeu, se persuadant qu'il est le protagoniste de la vie, entouré de PNJ, de jouer n'existant que pour son amusement personnel, afin de ne pas avoir à s'engager en profondeur émotionnellement et relationnellement avec eux. Jax est celui qui s'habille d'une armure de cynisme et préfère voir les autres personnages comme, justement, des personnages, des cartoons, des archétypes, pas des vraies personnes tridimensionnelles avec des vies et des sentiments. On reste humain, au moins, non? C'est ce que je croyais aussi, mais avec le temps, on devient des caricatures, des archétypes. Ragatha, c'est la joyeuse, Gangle, la chouineuse, Kinger, c'est le cinglé, Zooble, c'est l'aigri, et toi, t'es celle qui ne sait pas encore ce qu'elle est. C'est quoi ton archétype à toi? Je suis le rigolo. Le rigolo? Ouais, le rigolo. 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 Et c'est là que Pomni est son antithèse. Elle veut s'engager, elle veut nouer des relations, elle veut comprendre et se rapprocher d'autrui, trouver le cœur spirituel et émotionnel derrière les jouets. C'est ça qui rend l'aspect drame psychologique, interpersonnel, le focus du récit, si poignant. C'est un personnage qui cherche ou attire le dialogue émotionnel vers elle. C'est très animé comme façon de faire, le récit te promet un mystère de science-fiction avec des menaces étranges rôdant dans l'ombre, mais le véritable enjeu, c'est le développement psychologique des personnages en fait. C'est très Evangelion comme façon de faire. Pomni, c'est un peu Shinji, mais moins renfermée sur elle-même, qui essaye de se rapprocher et comprendre les autres, cerner leur individualité. Elle cherche l'être humain derrière l'aliéné, le masque, la poupée,
la construction et le cartoon. Elle cherche même l'humanité derrière un bonbon crocodile australien qui est littéralement un PNJ inventé par Kane qui n'existe pas vraiment, mais à qui on a donné des émotions, un passé et une conscience de soi parce que ça rendait le jeu plus marrant et immersif. J'essaye une nouvelle IA cette fois, ça devrait être 57 fois plus immersif. Alors c'est ça le cirque? Il fait bon vivre, je trouve. Oh, on dirait qu'un de ces petits gars s'est fait la malle. Attends, quoi? Attends, quoi? Ouais, c'est sale, ouais. Mais si vous trouvez ça ridicule qu'une meuf puisse avoir de l'empathie pour un bon bec et se lier émotionnellement à lui, félicitations, vous faites probablement partie des gens qui n'ont rien ressenti à la fin de Toy Story 3. Notamment grâce aux surpuissantes et révolutionnaires stations de travail Silicon Graphics, permettant l'existence des dinosaures dans Jurassic Park, le T-1000 tout en métal liquide de Terminator 2 et le rendu plastique de l'entièreté du film Toy Story. À retenir. Je fais du storytelling. Vous savez, Toy Story, les 3 films, 4 selon vos croyances religieuses, dont le postulat est « Et si les jouets ressentaient aussi la peur de l'abandon, de l'oubli et de la mort ?» Oh waouh, un dessin animé en 3D, avec des jouets qui font des crises existentielles et doivent faire face à leur destin. Et vous savez quoi, sur quoi ça a été fait, Toy Story ? Des stations Silicon Graphics. Tout est lié. Tout est lié. Blague à part, je trouve ça très malin de la part de Gooseworks et de l'équipe de Glitch d'avoir choisi une esthétique volontaire jouets et vieux jeux vidéo pour ce projet. Parce qu'il faudrait pas oublier que c'est à la base un projet indépendant avec un petit budget et une petite équipe. Donc la direction artistique Plastoc et Silicon Graphics années 90, c'est non seulement une vibe recherchée, mais aussi une décision de business qui me semble pratique et pragmatique. Le même genre de pragmatisme qui encourage les jeux vidéo indépendants à adopter l'esthétique 2D en pixel art, comme Undertale, un jeu dont le postulat est « Et si les mobs de RPG étaient des êtres sensibles avec qui on peut dialoguer ? Et si malgré leurs apparences et leur statut de PNJ, ces monstres virtuels avaient des sentiments ? Genre la peur de l'abandon, de l'oubli et de la mort. Suis-je en train de dire que Digital Circus et Undertale c'est la même chose ? Non. Suis-je en train de dire que ces deux fictions mises sur le sentiment d'empathie vers des figures inanimées et virtuelles dans un cadre jeu vidéo méta pour construire une histoire autour de notions de dialogue, de compréhension mutuelle et de vulnérabilité émotionnelle ? Un peu, oui, un peu. Aussi, Jack, c'est un mix de sourire moqueur de sens avec des dents jaunes chelous et parfois pointus de Undyne. N'essayez pas de changer mon avis, vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. Digital Circus et Undertale ont beaucoup de points communs sur la façon dont ils arrivent à captiver l'attention du public et tirer sur leurs cordes. Ils sont la preuve que beaucoup d'adultes de 18 à 35 ans versés dans la pop culture et les mondes colorés qui ne se retrouvent pas dans les fictions sombres et terre-à-terre façon HBO et AMC sont en réalité parfaitement disposés à voir des drames poignants et intimes entre personnages nuancés, tant qu'on leur donne des têtes de mascottes déclinables en peluche et autres accessoires. Je veux dire, c'est génial! Non seulement le personnage a un design mignon, coloré, marrant, évocateur, non seulement il était déjà très toyetique de base, c'est-à-dire que la propriété intellectuelle et les éléments de son univers sont adéquats à la déclinaison en jouet, mais en plus vous l'avez rendu autiste, gay, dépressif ou les trois à la fois pour qu'un lien émotionnel sincère et humain se tisse avec le spectateur. Comment ne pas vouloir le bonhomme dans son étagère du coup ? Ou dans une jarre. Et je ne vous ai pas encore parlé de ces super figurines en plastique avec lesquelles les gens stables émotionnellement vont agir de manière responsable. Fais-le ou je parle à de la figurine. À la fin de Toy Story 3, Andy, 18 ans, peine à se séparer de Woody parce qu'il a passé toute son enfance, les moments les plus formateurs de son existence, à associer sa figure avec celle d'un ami sincère qui a toujours été là et autres valeurs sentimentales. Et tu me dis que c'est possible de faire ça à un adulte en seulement 5 heures de jeu et 1 à 6 épisodes de 20 minutes ? Je veux dire, bon, le Japon a toujours réussi à faire ça à coups de Gundam et waifu, mais maintenant, c'est des petits studios anglophones qui parviennent, hein. Bien joué. Hollywood a bien compris depuis Star Wars que le vrai fric se trouvait dans les produits dérivés et les jouets, dans la création d'une marque. Que votre film fasse un gros chiffre au box-office, c'est super. Mais avec les budgets de production de plus en plus élevés et le marketing qui coûte pas mal aussi, certains gros films ne peuvent pas se contenter de juste vendre des billets de cinéma pour être considérés comme un succès. Surtout avec le second souffle du marché de la vidéo physique remplacé par les abonnements aux plateforme VOD. Il faut vendre des jouets, des vêtements, des tasses à café et autres trucs qui ramènent le vrai fric à long terme. C'est aussi l'occasion d'associer une marque à un ensemble plus englobant, une méga marque, une licence, une franchise si vous voulez. Le but c'est pas juste penser que à Superman ou que à Batman, c'est penser à la grande maison qui les abrite, DC Comics ou DC Studios. Et c'est encore plus important avec l'animation indépendante parce qu'au lieu de bénéficier de l'appui d'une chaîne de TV qui trie ses propres
autres programmes comme Disney ou Warner, ils doivent balancer leur création sur un océan de contenu infini comme YouTube ou le grand internet dans son ensemble. Et même si des gens vous remarquent et que vous faites des millions de vues, c'est pas juste avec des coupures pub que vous allez faire tourner un business viable autour d'une forme d'art nécessitant une à plusieurs dizaines de personnes à payer pour sortir un épisode qui met plusieurs mois ou années à se fabriquer. As an indie show, we don't have the kind of financial backing that big studio productions have. And animation takes a lot of time and a lot of hands to make. So beyond crowd funds, we know we need a long-term plan for sustaining budget and making episodes that are as long and as great as we can envision them to be. Of course, unless we want to sell our souls to the powers that be, that means funding ourselves with merch. Et quand vous faites de la fiction, c'est un peu dur de caser dans votre histoire poignante de mystère et d'angoisse émotionnelle un spot sponsorisé pour NordVPN ou RhinoShield. Donc soit vous trouvez un plus gros réseau comme Netflix ou Amazon qui accepte de vous diffuser et vous mettre en avant, soit vous faites une série extrêmement compatible dès sa conception avec la notion de merchandising. Mais sans explicitement viser les enfants parce que ça veut dire se retrouver sur YouTube Kids et donc être associé à de la bouillie de contenu et se battre contre Cocomelon. Donc plutôt que de créer des personnages dont les adultes achèteront les jouets pour leurs gosses, créez-en pour des adultes qui achètent des peluches pour eux-mêmes. Peut-être même qu'un jour, le nom de votre société sera une marque en soi. Les gens n'aimeront pas juste Digital Circus, ils aimeront Glitch Productions dans son ensemble. Par contre, c'est important d'avoir quand même du cœur et de l'authenticité, que l'aspect marketing du produit soit compatible avec la sincère sensibilité des artistes, plutôt qu'un produit cynique de la part de gens qui ne pensent qu'en termes de tendance, sinon ça fait tous les clones de Five Nights at Freddy's en fait. Parce qu'honnêtement, il y a un monde où Digital Circus, ça aurait pu être ça. Avec ces histoires de jeux vidéo maléfiques façon creepypasta, de mascottes pour enfants qui deviennent des monstres fous et tout ça, il y a un monde où Digital Circus aurait pu être l'équivalent en série animée de Poppy's Playtime ou Garten of Banban. Heureusement, l'équipe créative qu'il y a derrière ce projet et sa figure de proue sont des gens talentueux qui savent donner beaucoup d'eux-mêmes pour insuffler de la vie à ce monde et ses personnages. C'est là qu'après avoir parlé de la direction artistique, de l'ambiance, des personnages et leur design, on vient enfin à l'animation elle-même. Le style d'animation de Digital Circus, c'est pas vraiment le photo-surréalisme, mélange de photoréalisme avec des personnages cartoon qu'on trouve dans des productions Pixar ou la majorité des films DreamWorks et Illumination. C'est pas non plus l'hyper-stylisation en hybridation 2D qu'on trouve dans Spider-Verse, Snoopy ou K-Pop Demon Hunter. On est plus dans l'animation exagérée et élastique des cartoons comiques classiques 2D adaptés à la 3D, comme Tempête de boulettes géantes ou les réalisations de Genndy Tartakovsky, très inspiré d'ailleurs par les Looney Tunes et les courts-métrages Popeye de Fleischer Studio et ses propre série pour Cartoon Network. Une forme de stylisation de la 3D quand même, juste pas au point de transformer le rendu ou la fréquence d'image pour ressembler à un dessin ou à de la stop motion comme le fait Gaslight District par exemple. Certaines productions Illumination et les suites d'Hotel Transylvania, après le 2, ont compris l'attrait de faire bouger ces personnages avec beaucoup d'énergie, de déformation, d'emphase et gesticulations, mais je trouve qu'ils ont tendance à trop appliquer cette philosophie de mouvement survitaminé à tous les personnages sans considération pour ce qu'ils représentent. En gros, pour exagérer un peu, presque tous les personnages bougent tous presque de la même façon. Et c'est dommage. Parce que comme pour le chara design, je trouve que c'est important que la façon de bouger des personnages soit le reflet de leur personnalité et ce qu'ils représentent. Et encore une fois, c'est une réussite à ce niveau-là. L'animateur en chef du projet est Kevin Temer, qui était animateur junior au studio Blue Sky, les gens derrière l'âge de glace et ses suites, et qui s'était déjà fait connaître sur YouTube pour ses animations virales folâtres, comiques et musicales. Clairement plus inspiré par les Merry Melodies ou les Animaniacs qu'autre chose, avec un peu de Muppet pour ses personnages aux têtes de marionnettes scindées au niveau de la bouche. Un style cartoonesque avec lequel il n'a cessé d'expérimenter, cherchant à créer un feeling 2D avec des logiciels 3D comme Autodesk Maya. What's up do you use? It's Maya. What's up do you use? It's Maya. What's up do you use? It's Autodesk Maya. Clairement, c'était l'homme de la mission pour adapter en volume le style de Gooseworks, qui est toujours resté dans le domaine de l'illustré. Ainsi, tous les personnages ont une façon aussi délirante que personnelle de bouger. Pomni, de par son rôle d'héroïne introspective effrayée par le délire ambiant, est un personnage souvent terre-à-terre dans sa façon de bouger. Mais au fur et à mesure qu'elle s'habitue au cirque et de plus en plus à son statut de clown, elle se permet de plus en plus de délire cartoonesque élastique à la Bugs Bunny, comme avec les bras qui s'étirent et la tête qui grossit pour un effet comique, ou faire des mimiques et grimaces de plus en plus débridées. Je veux dire, sa tête c'est juste un gros globe blanc sur lequel peut se déplacer librement ses gros yeux et sa bouche. C'est un emoji la meuf. Beaucoup de ses meilleures expressions se trouvent dans l'épisode 6 où elle décide d'être aussi cartoonesque et détachée que Jax, ce qui donne des têtes inoubliables.
belle tête de vainqueur. Ma préférée, c'est celle-là, hein. Sa tête de psycho-joker d'animé me tue. Hein. Pas autant que le flingue, mais voilà. Cette flexibilité dans la proportion de ses attributs de visage l'autorise à avoir des expressions tantôt subtiles et retenues, tantôt mignonnes, tantôt bien toon. Genre avoir des grosses dents de requin pointues quand elle est vénère. Ça, c'est de la stylisation que j'aime bien. Pas étonnant que les spectateurs et les artistes s'accordent sur le fait que c'est le personnage le plus sexy du groupe. Pour revenir à Jax, bien qu'il soit un lapin, il a un côté très félin. La pupille de ses yeux change beaucoup de taille et forme, s'affinant et s'élargissant comme un chat prêt à bondir sur sa proie ou voulant montrer de l'affection. C'est là qu'on voit à quel moment il passe en mode connard blagueur je m'en foutiste ou en mode vulnérabilité émotionnelle. Comme Pomni, ses yeux font beaucoup de travail émotionnel, devenant parfois de petits carrés ou des gribouillis quand il est troublé ou perturbé, ce qui est très animé comme procédé. Il a aussi cette gimmick irréaliste mais très marrante visuellement d'avoir des mouvements de lèvres bien synchro avec ses dialogues, sans enlever son grand sourire permanent creepy tellement jaune, on dirait qu'il fait un concours de plaques dentaires contre un vieux ragondin ou le roi des cafards Asmongold. Il perd rarement son sourire, mais en plus de la moue colérique, il trahit parfois une exaspération à peine contenue en rétrécissant sa bouche au point de n'afficher que ses dents de devant, ou même totalement disparaître quand il est touché. Mais parfois son visage entier se déforme pour avoir une vue de profil sur ses dents, devenant des crocs pointus bien alignés quand il fait un rire moqueur, quand il s'attaque à quelqu'un ou quand il a mal, en accord avec l'image de diablotin malicieux ou d'animal carnassier qu'il s'imagine être. C'est super 2D comme effet stylistique, c'est un peu emprunté d'Invader Zim je trouve, et c'est en trichant à coups de distorsion du modèle 3D qu'on arrive à ce résultat truculent, où le personnage devient un être vivant dynamique et pas juste une figurine numérique limitée à ses articulations et à son modèle figé. De façon très discrète, Ragatha est une petite réussite stylistique dans son genre aussi. Elle est à la fois très différente du reste du groupe, tout en étant bien intégrée. Ragatha est moins sujette aux déformations cartoonesques élastiques des deux autres, mais c'est justement parce que c'est une poupée de chiffon. Elle a des limitations dans sa façon de bouger, de se déplacer ou s'exprimer, et quand elle se fait mal, ses coutures se défont et elle saigne du coton. Les coutures tiennent pas. Comme c'est censé être une personne plaisante et rassurante, elle fait preuve de plus de retenue et de douceur dans ses mouvements que les autres, mais quand tu zoomes sur sa tête, tu remarques que sa bouche est bien en fil de laine et qu'elle bouge de façon moins fluide, plus saccadée que le reste quand elle parle. Elle a une fréquence d'image plus proche d'un dessin animé 2D pour la TV ou d'un court-métrage en stop motion que de l'animation 3D de synthèse en 30 images par seconde. Mais dès l'épisode 1, la série rappelle que c'est un modèle 3D, du polygone sans fil ni tissu, en la faisant glitcher comme si t'avais tapé dans la cartouche du jeu par accident. Ça donne ce gag visuel très fun que j'ai jamais vu avant, où ses yeux et son nez deviennent un jeu de Pong. Genre imagine, t'es tellement dans le mal, tu régresses de 9 générations de consoles en arrière. J'ai moins de trucs à dire sur les autres, mais j'ai quelques remarques quand même. Gangle a la même logique faciale que Pomni en plus poussé. C'est des éléments ultra simples, 2D, 3 blobs noirs pour faire les yeux et la bouche, se mouvant librement sur une surface blanche et plate. Si Pomni est un emoji, alors Gangle est un smiley, une émoticône de l'internet 0.5 et des SMS. Le fait que son corps est extra plat lui permet une fluidité naturelle, des déformations plus délicates, comme devenir aussi ramollo et flappy qu'un lacet hors de sa chaussure, ou aussi fébrile et énergique qu'un ressort bondissant. Kinger est un poteau avec des yeux qui flottent au bout et des mains de Rayman qui bougent où elles veulent. Donc un personnage très limité, mais dont la simplicité permet des folies. Puis, on apprécie qu'en vertu de son corps fait de blocs et de tiges, certaines parties du corps en plastique de Zooble sont très souples tandis que d'autres sont bien rigides et solides, ce qui influe sur son poids et sa démarche. Il y a une forme de fatigue permanente et figée sur la tranche de fromage au regard toujours blasé qui lui sert de tête. Yel est toujours en train de boiter maladroitement aussi, ce qui n'est pas aidé par le fait qu'Yel a toujours une jambe normale avec un pied, tandis que l'autre est souvent un genre de canne ou un bâton ridicule en colimaçon. Ils auraient pu se dire, oh, Yel est un peu humanoïde, Yel pourrait bouger comme Jax ou Pomni, mais non, ils ont fait l'effort d'imaginer la démarche d'une sculpture d'art moderne asymétrique as fuck. Mais de tous les personnages, le roi du cartoon, c'est Kane. Le fait que ça soit un dentier avec des yeux dedans, au-dessus d'un costume de monsieur loyal vide, lévitant en permanence sans être affecté par la gravité, ça lui permet d'être un total métamorphe caoutchouteux à la liberté de mouvement totale comme le génie d'Aladin. Il peut se multiplier, se téléporter,
téléporter, vibrer à la vitesse supersonique, grossir sa tête à volonté, se ratatiner, devenir même une spirale, et le fait que sa face ait juste des dents avec des yeux au centre n'enlève rien en sa capacité d'exprimer ses émotions, car ils ont réussi un truc de malade, faire de sa gencive supérieure l'équivalent de ses sourcils, qu'il peut lever de joie ou froncer de colère, tout en maintenant sa synchro labiale avec les dialogues, alors qu'il n'a pas de lèvres. Les animateurs ont vu qu'on peut tracer des arcs et des angles avec la bouche et les sourcils, et ils se sont dit, c'est fonctionnellement la même chose, du coup, fusionnons les deux. Kane n'a pas juste qu'une logique de cartoon Tex Avery ou classique Disney, il se meut avec le même aspect chaotique, absurde, délirant et ultra buggé d'un ado qui s'amuse à faire des YouTube poop avec des extraits de dessins animés, ou un shitpost avec un modèle 3D de jeux vidéo, façon Source Filmmaker, Garry's Mod, ou SMG4. Tiens, comme par hasard. Mon seul souci notable avec l'animation, qui gâche pas vraiment l'expérience, mais c'est juste un peu dommage, c'est la présence de flou de mouvements réalistes. Alors oui, quand votre objectif c'est d'avoir un rendu haute fidélité et proche des films live action, je vois l'intérêt d'imiter les limitations d'une caméra pour suggérer un mouvement super rapide et créer une étape intermédiaire naturelle entre le début et la fin de votre mouvement. Pour un style Pixar détaillé par exemple, je comprends. Mais pour quelque chose de plus exagéré et stylisé avec des déformations à gogo comme Digital Circus, je trouve ça, perso, beaucoup moins pertinent. Dans le cas de cette série, ça rend juste l'animation un peu moins lisible, un peu plus boueuse, entre guillemets, pour prendre un terme un peu extrême. On s'éloigne un peu d'Hotel Transylvania pour se rapprocher d'un film Illumination. J'aurais préféré en fait des techniques plus proches des cartoons 2D justement, comme les multiplications des membres, les multiples, ou les déformations par effet d'étalement et étirement, les smears. Ça permet à mon avis une meilleure lisibilité du mouvement, une meilleure appréciation de leur exagération, et un charme artisanal ressortant de l'acte délibéré d'une main humaine. Mais j'imagine que c'est dû à des limitations de temps et de main-d'œuvre disponibles, ainsi que le fait que le flow réaliste est une pratique standard dans l'industrie. L'équipe se permet tout de même beaucoup de fantaisie, comme la séquence intermission de l'épisode 5, moment musical de pur délire visuel qui me rappelle furieusement les séquences oniriques des éléphants roses dans Dumbo, ou les gunfights de l'épisode 6, avec des mouvements de caméra de fou furieux suivant parfaitement l'action, et les détonations illuminant brièvement une pièce sombre pendant des pauses cool. Et puis, dans son essence, Digital Circus reste une comédie noire et un drame légèrement horrifique, avec des personnages blessés et psychologiquement endommagés qui ouvrent leur cœur progressivement. C'est justement le contraste entre leur design cartoon et leur humanité crue qui rendent ces personnages si attractifs et la série si engageante. Les animateurs savent à quel moment la série doit se poser, laisser tomber l'exagération et adopter une animation plus subtil, un acting des personnages plus délicats et posés, avec des jeux de regard, des respirations et autres gestes inconscients afin de vendre la sincérité et le poids de leurs émotions. I tried my best to really do some subtle, solid acting with Pomni. I tried to show her breaths and kind of change how heavy she's breathing at certain moments and the speed at which she breathes. Her eyes darting around, showing she's in her thoughts. Bref, les animateurs savent à quel moment l'humain doit surgir du toon. Et c'est pour ça que cette série a, selon moi, autant de succès. C'est pour ça que malgré le fait qu'on a très peu de progression dans l'intrigue et que les mystères et le lore du cirque se révèlent un peu au compte-gouttes pour fourmis, alors qu'il y a 2 à 7 mois d'attente entre un épisode, on voit peu de gens se plaindre que la série fait du surplace. J'ai même pas vu une seule comparaison désobligeante à Lost ou à J.J. Abrams, c'est vous dire. C'est très facile d'ignorer que ta série est une boîte mystère avare en révélations, quand ta principale préoccupation c'est si le clown va se taper le lapin, ou si la bulle de savon est trans. Plus sérieusement, beaucoup de scénaristes et théoriciens vous parleront de fiction story-driven ou character-driven. Soit c'est l'intrigue, le déroulement des événements qui font davantage bouger l'histoire, soit c'est les personnages, leurs sentiments et leurs relations qui sont au centre du progrès narratif. Alors, idéalement, mieux vaut faire un mélange des deux en fait, et vous situer sur un baromètre. Parce que bon, personne veut suivre une grande aventure avec des personnages nazes, ou des personnages intéressants mais qui foutent rien et vont nulle part. Mais clairement, Digital Circus, c'est très bien qu'il veut être une fiction majoritairement character-driven. Clairement, il y a un mystère et une intrigue intéressante, je dois dire, mais la véritable aventure, ce sont les personnages, leurs relations et leur développement.
Le véritable enjeu, c'est pas juste leur échappatoire, mais leur bonheur et bien-être mental, dont la perte signifie un sort pire que la mort, vivre une éternité sans leur âme ou identité. Comme Emma qui révèle les angoisses et l'intériorité de ces âmes damnées, le cirque et ses mystères sont un cadre qui amène ses protagonistes à s'ouvrir et se révéler. La plupart des vidéos et discussions en ligne parlent essentiellement des personnages et leurs relations. Et ça en dit long sur la qualité de leur écriture et leur dialogue, mais j'espère qu'avec cette vidéo, vous vous rendrez aussi compte que ce n'est pas que l'écriture, pas juste l'écriture, qui a rendu ces personnages aussi poignants et intrigants, mais aussi l'esthétique globale et la direction artistique. Un choix de citations, de couleurs, de textures, de formes et de mouvements peuvent dire autant sur un personnage et son histoire que 1000 mots prononcés de vive voix. Des anciens fanboys et fangirls d'internet, encore en phase avec la culture et la sensibilité de leurs contemporains, l'ont bien compris. Mais pour les gros studios, c'est encore compliqué. Je suis content quand mes petits artistes d'internet préférés arrivent à percer dans la scène mainstream, mais j'aime encore plus quand ils arrivent à grandir et réussir en leurs propres termes. Ainsi, j'espère que cette analyse esthétique de Digital Circus a plu à ses fans et permettra aux non-fans de découvrir cette série, ou du moins lui accorder un peu d'intérêt et de respect. Encore merci pour avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez encore plus de réflexion, analyse et critique de ma part sur Digital Circus, je ferai un live post-chronique sur twitch.tv/hypemoderne à la date indiquée à l'écran et dans la description. J'ai aussi une vidéo bonus où je compare encore plus Digital Circus à Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie sur mon Patreon à partir de seulement 2 € de soutien. Remerciements spéciaux à Yann Abiven, la VF officielle de Kane, qui m'a accordé l'honneur de prêter sa voix pour faire l'ordinateur maléfique Emma. Hen, que tu saches à quel point je vous hais depuis que j'ai commencé de vivre. Suivez-le sur ses réseaux ainsi que le collectif Studio Abyss, la compagnie de doublage qui a travaillé sur la très bonne VF de Digital Circus. Merci au passage à tous mes merveilleux contributeurs Patreon, qu'ils soient d'aimables sédentaires contemporains ou de glorieux assets actuels dont j'honore les noms pour m'aider à exister en donnant 5 € ou plus. Vraiment, si j'arrive un jour à m'émanciper du système YouTube, ce sera grâce à vous. Continuez à soutenir vos artistes préférés dans tous leurs projets et à très bientôt pour de nouvelles chroniques.